Très bien, donc je termine ma modélisation pour notre jeu de... J'oublie toujours son nom. Je termine ma modélisation en utilisant le modèle CSP pour mon jeu logique japonais Ishinohei. Donc on avait déduit les variables, les domaines des variables. Pour les contraintes, on a trois types de contraintes. Si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Donc on utilise les équations d'égalité avec les opérateurs, bien sûr, multiplication. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne, donc on va utiliser des équations d'inégalité. Pardon. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne, donc la même chose, on va utiliser des équations d'inégalité. Des inéquations plutôt. Ici, j'ai fait une erreur un petit peu. Normalement, on ne dit pas équation d'inégalité. C'est des inéquations. Franchement, je suis en train de créer des choses. Inéquations. C'est des inéquations. Ça, c'est des équations d'égalité. Oh, des inéquations. L'essentiel des inéquations, ici, je change la même chose. Donc, c'est un petit problème technique. Ça ne fait rien. Donc l'essentiel, on a trois types de contraintes. On va multiplier chaque case de chaque rectangle pour qu'il doit être égal en nombre dans le rectangle. Deuxièmement, aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une seule colonne, dans la même colonne. Donc c'est avec des inéquations, c'est-à-dire c'est différent. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une même ligne. Donc c'est des inéquations toujours différentes. Donc maintenant je vais l'écrire d'une façon explicite, d'une façon algébrique explicite. Si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Donc vous voyez qu'on est en train de programmer la solution. Donc ici on a 12 équations parce que normalement on a ici 12 rectangles. Donc, on va expliciter chaque rectangle, c'est-à-dire en commençant, comment dirais-je, d'une façon ligne par ligne. D'accord? C'est-à-dire on va descendre par la profondeur, puis aller vers la gauche, de gauche à droite. Donc, on a le rectangle qui contient 5, puis le rectangle qui contient 8, puis le rectangle qui contient 120. Deuxième colonne, le rectangle qui contient 15, puis 2. Troisième colonne, 2, 4, ainsi de suite. Donc, ici, on a un rectangle qui a dimension 1, 1. Donc, on a x1 égale à 5. Deuxièmement, ici, j'utilise le égal ici, c'est-à-dire du prologue. Normalement, c'est égal sans le dièse, mais l'opérateur égal en utilisant le dièse, c'est-à-dire le prologue, le langage prologue, sa syntaxe, c'est dièse égal. Vous voyez, j'utilise, c'est-à-dire la syntaxe du prologue directement. Mais normalement, à cette phase, on peut utiliser directement égal, parce qu'on est encore dans la phase de modélisation. On n'a pas encore entamé la phase d'écrire le code, c'est-à-dire l'implémentation. D'accord? Bien. On est dans la phase de analyse et modélisation. Vous voyez, lorsqu'on va arriver à la phase de programmation, on va écrire le modèle en utilisant la syntaxe du prologue, et spécifiquement du SWIPL. Parce qu'il y a plusieurs compilateurs prologue. Il y a le GNU prologue, il y a le SWIPL, il y a OSCAR, il y a plusieurs compilateurs interpréteurs prologue. Bien. Donc, maintenant, le deuxième rectangle ici, vous voyez, qui contient le nombre 8, il est formé de 3 cases. Donc, vous voyez que le premier rectangle, il a une dimension 1. C'est-à-dire, parmi les conditions la structure du jeu, chaque rectangle qui est contenu dans la grille, il a une seule dimension, c'est-à-dire qui est égale à 1, et l'autre, elle varie selon le rectangle. Et le rectangle, il est vertical ou bien horizontal. Par exemple, ici, le rectangle, il est vertical. Pourquoi? Parce qu'on a une seule colonne, donc la dimension 1, et on a 3 lignes. Ici, par exemple, pour le 120, c'est le contraire. On a une seule ligne et 4 colonnes. Donc, on a la cinquième ligne et 4 colonnes. La même chose pour le 12, il est vertical. Ici, c'est horizontal. Pour le rectangle qui contient le chiffre 12, on a 2 cases. Il est vertical. On a une seule colonne et 2 lignes. Vous voyez, donc toujours, c'est dans l'énoncé. Vous voyez, si on va réviser l'énoncé, bien relire l'énoncé, vous voyez que dans l'énoncé du TP, qu'est-ce qu'on dit? Une dimension de chaque rectangle est 1. Donc, toujours, on a un 1. Et l'autre dimension, si c'est rectangulaire, elle est 1. Si c'est la ligne et l'autre, elle varie. Donc, c'est un rectangle horizontal. Si c'est on a une colonne et, c'est-à-dire les lignes changent.
Donc, on dit que le rectangle, il est vertical. Donc, une dimension de chaque rectangle est 1, tandis que la dimension varie. Chaque rectangle est placé horizontalement ou verticalement et il contient un nombre. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est en train de respecter l'énoncé de l'exercice. Donc, notre modèle, il est valide, c'est-à-dire, il reflète le problème, ni moins ni plus. Il n'ajoute pas des informations ou bien des contraintes et il n'enlève pas des informations ou bien des contraintes. C'est ça la validité d'un modèle. Donc la même chose pour le troisième rectangle, le 120. Donc on a x5,1, c'est la case, la cinquième ligne, première colonne. Deuxième case, c'est la cinquième ligne, deuxième colonne. x5,2 fois x5,3 fois x5,4, il est égal à 120. Et ainsi de suite. Troisième 15 ici, troisième rectangle, il contient le chiffre 15. Donc on a, il est vertical, on a une colonne et deux lignes, donc c'est x1, 2 fois x2, 2 qui est égal à 15, et ainsi de suite jusqu'à, c'est-à-dire le dernier rectangle ici qui contient le chiffre 2. Donc j'ai explicité toutes les contraintes qui disent que chaque rectangle contenu dans la grille doit obtenir, c'est-à-dire des valeurs dont leur multiplication est égale au chiffre qui est contenu dans la grille. Très bien, j'ai explicité la première contrainte, le premier type de contrainte. Deuxième type de contrainte, aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne. Donc on a 20 inéquations, c'est-à-dire ici vous voyez par exemple x1 différent de x2 1. Le chiffre qui est contenu dans la première ligne et première colonne, il est différent du chiffre qui est contenu dans la deuxième ligne et première colonne. Donc ça c'est, c'est-à-dire on fixe la colonne, les lignes, les valeurs dans la ligne changent. Donc on a 20 inéquations. Parce que on va faire ça, c'est-à-dire d'une façon, donc x1 différent de x1,2, x1 différent de x1,3, ainsi de suite. Et on va changer la ligne, x2,1 différent de x2,1 différent de x2,2, et ainsi de suite. Donc on aura 20 inéquations. La même chose, donc ici on a 20 inéquations pour les lignes, pour les colonnes, 20 inéquations pour les lignes, et on a 12 équations pour les, pardon, pour les colonnes. Donc normalement, 12 équations plus 20, c'est 32, plus 20, c'est 52. Donc, on a 52 contraintes. Donc, une fois qu'on a analysé, explicité et puis modélisé les trois concepts, les variables, les domaines des variables et les contraintes, donc notre modèle définitif est le suivant. Vous voyez que le modèle CSP obtenu, c'est un ensemble, c'est un modèle qui forme trois ensembles. L'ensemble X des variables de décision, l'ensemble D de X qui est l'ensemble des domaines des variables de décision et l'ensemble C de X qui sont les contraintes sur les variables de décision. Donc on a le X qui contient non, un seul X ici, X qui contient 25 variables, donc la dimension n est égale à 25, d'accord, et chaque variable c'est la valeur de la case de la grille, puisqu'on a c'est-à-dire 25 cases ou bien 25 cellules, donc on a 25 variables. Les domaines des variables, chaque domaine de la variable il est identique, donc dxj est égal à n9. Normalement ici je change, c'est d, bon le domaine dx c'est n9, normalement dx ij avec, pour être plus correct, sur l'écriture algébrique, avec i allant de 1 à 9, plutôt le i allant de 1 à 5 et le j allant de 1 à 5. C'est-à-dire le nombre des lignes et le nombre des colonnes. Donc chaque variable, elle a le même, c'est-à-dire le même domaine qui est le N9. Très bien. Et l'ensemble des contraintes qui sont les relations qui lient les variables, bien sûr, selon l'énoncé et les conditions de l'exercice. Donc on a ici premièrement les rectangles, c'est-à-dire les valeurs, comment dirais-je, les cases de chaque rectangle qui forment le rectangle, que ce soit horizontal ou bien vertical, on va les multiplier pour avoir le nombre qui est contenu dans le rectangle. Puis la différence de chaque ligne et la différence de chaque, c'est-à-dire du chiffre dans chaque ligne, la différence de du nombre dans chaque colonne. Donc on a normalement 52 contraintes. Très bien. Donc, le modèle CSP obtenu est un modèle qui contient de dimension 25. Il a, c'est-à-dire n, qui est le nombre des variables, c'est 25 variables. Donc, on a un problème de dimension n qui est égal à 25, donc la dimension 25. On a m qui est le nombre de contraintes, on a 52 contraintes, 12 contraintes de type égalité, 40 contraintes de type inégalité. Très bien, parce que ici égalité, parce que le produit
chiffres dans chaque rectangle sont égaux aux chiffres qui est contenu dans le rectangle. Ici, il faut que le chiffre qui est contenu dans une ligne soit différent des autres chiffres de la ligne, et le chiffre qui est contenu dans la colonne doit être différent des autres chiffres de la même colonne. Donc on a 52 contraintes. Très bien, on a très bien modélisé notre modèle, on l'a explicité, il est là. Donc on va aller vers la programmation déclarative en utilisant le prologue. On va donner le CSP, on va l'expliciter, bien l'écrire, le coder avec le prologue en respectant la syntaxe du compilateur qu'on va utiliser, et on va l'exécuter en utilisant un prédicat d'exécution. Bien, maintenant pour la programmation, on va passer à la programmation en prologue. Donc on code le prédicat avec la liste des variables comme argument. Donc on va l'appeler inchi, et il y a comme argument L qui est la liste des variables, c'est-à-dire la liste des cases. Donc il va nous retourner le L qui est la valeur de chaque case de la grille, bien sûr, qui satisfait les contraintes. Donc la structure de données utilisée pour les variables est une liste L. Donc vous voyez que dans le prologue, il utilise beaucoup l'utilisation des listes, elle est très utilisée dans le prologue, c'est-à-dire structurer les données volumineuses. Donc ici, on a utilisé comme pour pouvoir structurer les variables, on a utilisé une liste L. Donc pour réviser l'utilisation des listes en prologue, consultez le lien ici que je vous donne. Vous pouvez cliquer ici dans le lien pour réviser comment prologue utilise les listes, bien programme les listes. Très bien. Maintenant, les contraintes sont de type numérique, donc on a 52 contraintes. On a pour l'égalité, on utilise l'opérateur arithmétique dièse égal. Donc pour la syntaxe de l'égalité, c'est dièse égal. Pour l'égalité, on pouvait écrire d'une façon explicite toutes les contraintes. x1 différent d'x1 x1 différent de x1 ainsi de suite. Mais ça va être beaucoup de contraintes. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un prédicat all different qui structure une contrainte globale courante, très pratique en prologue, où E est un ensemble de variables qui contraint toutes les variables appartenant à E à prendre des valeurs différentes. C'est-à-dire les variables qui sont dans E, dans la liste E, elles sont différentes 2 à 2. Exemple, dans notre cas, on utilise le prédicat all different, x1 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 c'est-à-dire que le chiffre dans la première ligne est différent du chiffre dans la première colonne est différent du chiffre dans la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne et cinquième colonne. Ok, donc ça c'est il faut profiter des prédicats qui sont c'est-à-dire qui se trouvent dans les bibliothèques standards de chaque compilateur prologue pour faciliter l'écriture de notre CSP, parce que on pouvait ne pas utiliser le all different et utiliser x1 différent de x1 2. On revient. x1 différent de x1 3 et ainsi de suite. Ça va être fait directement par le prédicat all different, de façon abstraite. Très bien. Donc pour la résolution, donc maintenant on a écrit notre modèle en utilisant le all different. Pour les variables, on va utiliser une liste. Pour le domaine des variables, on utilise, c'est-à-dire le lien, c'est-à-dire LIN19, on utilise l'opérateur in. Et maintenant, bien le connecteur in. Pour la résolution d'un CSP, très bien. Donc je vous ai déjà préparé beaucoup de vidéos sur les différentes techniques, stratégies ou bien algorithmes de résolution d'un CSP. Donc il existe plusieurs techniques ou bien des algorithmes de résolution de ce modèle formel qui est le CSP. Entre autres, je vous ai expliqué l'algorithme généré et testé qui est un algorithme banal en affect et en test. L'algorithme backtrack, retour en arrière ou bien retour sur la trace. C'est-à-dire on ne va pas terminer sur le chemin d'une, c'est-à-dire on va pas d'une affectation qui ne va pas nous mener à une solution, et l'anticipation bien propagation de contraintes. Ce sont 3 principes qui sont expliqués dans des vidéos dont je vais vous laisser le lien ici. Il faut cliquer ici. Donc chaque algorithme il a ses avantages et ses inconvénients. L'essentiel, le problème c'est toujours la combinatoire. On essaie de minimiser, c'est la combinatoire qui mène à une complexité algorithmique. Donc on essaie toujours de diminuer la combinatoire et par la suite la complexité en injectant des procédures qui optimisent la résolution, bien la stratégie de résolution. Très bien. Concernant la résolution ou bien l'interprétation ou bien l'inférence en utilisant le compilateur interpréteur Prolog, la recherche elle est arborescente, c'est-à-dire Prolog utilise un arbre. Il va explorer
bien faire les affectations sous forme d'un arbre qui a une racine, des branches et des feuilles. Les feuilles, ce sont les solutions. Très bien. Donc, pour notre cas, pour notre exemple, on va utiliser le prédicat label L. C'est un prédicat qui appartient au compilateur-interpréteur SWIPL. Parce que ici, l'outil que je vais utiliser, bien le compilateur-interpréteur Prolog, c'est le SWIPL. Il n'y a pas que ce compilateur, il y a beaucoup de compilateurs. Le GNU Prolog, l'Oscar, il y a beaucoup de compilateurs dont j'ai cité et donné la différence dans des vidéos précédentes. Dans mon cas ici, pour mon exercice, j'utilise le SWIPL. Donc, le prédicat de résolution, c'est le label L. Donc, puisque j'ai dit que pour les techniques de résolution, il y a ces 3 stratégies, donc le label utilise ces stratégies-là. Il est basé sur ces notions. C'est-à-dire, la recherche des solutions avec le prédicat label qui a comme argument L, qui est la liste des variables, consiste à faire la chose suivante. Premièrement, il va choisir l'une des variables, c'est-à-dire une des variables avec laquelle on va commencer notre affectation et validation. L'essentiel, concernant le choix des variables, c'est-à-dire il peut être heuristique, il peut être aléatoire, premièrement par défaut, donc le choix lorsque le choix il est par défaut, c'est-à-dire on n'utilise pas des heuristiques, donc le compilateur interpréteur SWIPL, il va choisir la première variable du début de la liste. Pour la deuxième variable, c'est la deuxième variable et ainsi de suite, de façon séquentielle. On peut utiliser des heuristiques pour faire des choix différents dans le but de minimiser toujours la combinatoire et minimiser la complexité. Donc, on va choisir l'une des variables pour l'explorer. Justement, une autre remarque, les algorithmes de résolution du CSP sont des algorithmes itératifs. Vous voyez, ce sont des algorithmes itératifs, c'est-à-dire on a le même comportement qui se répète avec un test d'arrêt. Le test d'arrêt, c'est quoi? C'est explorer toutes les points c'est-à-dire tous les points ou bien les chemins qui mènent à une solution dans le domaine de solution. Donc on va choisir une des variables pour commencer le traitement. On va assigner à cette variable, bien affecter à cette variable une valeur de son domaine de valeur, réduire les domaines des autres variables par propagation de contraintes, donc le filtrage, bien l'anticipation, recommencer avec une autre variable ou revenir en arrière si aucune solution n'existe, c'est-à-dire le backtrack. Donc lorsque toutes les variables ont été affectées, l'algorithme retourne la solution. Donc, vous voyez qu'on doit, c'est-à-dire explorer toutes les affectations. Le prédicat label L est basé sur les algorithmes de backtrack plus anticipation. Donc, le label L, c'est un prédicat que je vais appeler pour la résolution. Je vais donner mon modèle. Donc, j'ai structuré mon modèle ici. Vous voyez, utilisant ici les équations arithmétiques avec l'opérateur dièse égalité, avec le prédicat all different. Et puis, je vais faire l'appel du prédicat label avec la liste L comme argument. Donc, ce label, il va faire la résolution en utilisant la stratégie du backtrack, c'est-à-dire le retour en arrière lorsque on est sûr que ça n'aboutira pas à une solution, plus l'anticipation. On va filtrer les intervalles de chaque variable en enlevant les valeurs qui mènent à c'est-à-dire qui ne mènent pas à une solution. Nous n'amènent pas à une solution. Donc, automatiquement, puisque j'utilise le SWIPL, pour pouvoir utiliser c'est-à-dire ces prédicats comme le label, comme all different, je dois importer les bibliothèques standards de SWIPL dans mon fichier Prolog, donc ou bien dans mon programme. Donc, il existe plusieurs bibliothèques différentes suivant le type de problème à résoudre ainsi que suivant l'implémentation. Donc, avec mon compilateur interpréteur que j'ai téléchargé, qui est le SWI Prolog, c'est un solver sur domaine fini. Donc, si je veux utiliser, c'est-à-dire mon CSP est un modèle sur les domaines finis comme notre cas, les valeurs sont finies, c'est des entiers, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, j'utilise la librairie CLP Bounce. Si le solver sur des réels, c'est-à-dire appartient à R, on a des virgules, donc c'est CLPR. Pour écrire notre programme, nous allons utiliser le solver sur domaine fini de SWI Prolog. Donc, je vais importer la bibliothèque CLP Bounce dans l'entête de mon fichier Prolog, bien mon programme Prolog. Pour utiliser cette bibliothèque, on ajoute la ligne suivante au début de fichier source.pl. Donc 2.6 use module librairie CLP bound. Ça, c'est une librairie que je vais importer pour
pour que mon compilateur-interpréteur reconnaisse les prédicats que je vais utiliser. Entre autres, le prédicat all different et le prédicat label. Donc, en fin de compte, j'ai mon programme ici que j'ai déjà saisi. Pour pouvoir saisir ce programme, je vais ouvrir un fichier bloc-notes. Je vais utiliser un éditeur de texte, bloc-notes par exemple. Je vais saisir mon programme en important la librairie. Vous voyez, use module librairie CLP band, parce que je suis en train de faire, c'est-à-dire mon CSP, il est sur les domaines finis. Donc, les variables appartiennent à n, c'est des entiers. Donc, je donne un nom à mon prédicat, c'est le inchi comme argument L, deux points tirés, L égale, je donne la liste entre crochets des différentes variables et je vais séparer les variables par des virgules. Ici, c'est le domaine des variables, donc je donne le nom de la liste des variables, j'utilise le connecteur in et je donne le min et le max de mon domaine de variables. Donc le minimum c'est 1, maximum c'est 9. Très bien. Et je vais maintenant expliciter les différentes contraintes. La première contrainte concernant la différence, c'est-à-dire du chiffre dans chaque ligne et chaque colonne, je vais utiliser le prédicat all different. Donc ça c'est pour la première ligne, deuxième et troisième colonne. Et les 5 autres prédicats, c'est première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Il faut que le chiffre dans chaque colonne soit unique et le chiffre dans chaque ligne soit unique. Et puis, je vais expliciter c'est-à-dire les rectangles avec leurs dimensions horizontales ou bien verticales. La multiplication des cases qui forment le rectangle doit être égale au chiffre qui est dans le rectangle. Donc ici, x1 égale à 5, x2 1 fois x3 1 fois x4 1 égale à 8, ainsi de suite. Ce sont les valeurs de l'exemple du jeu. Et pour la raison, une fois que vous voyez ici que j'ai déclaré mon modèle CSP, la résolution elle est automatique par le compilateur interpréteur Prolog grâce au prédicat label. Donc label avec argument L. Donc le output, ça c'est le input, le CSP, et le output ça va être les valeurs que peut prendre les différentes variables dans la liste L, bien sûr qui satisfait les contraintes. Très bien. Donc ça c'est mon programme. Donc j'ai pris l'éditeur bloc-notes, j'ai écrit mon programme, je l'ai sauvegardé avec l'extension .pl. Je vais dans un répertoire, dans mon cas j'utilise le répertoire ici correction.tp. Vous voyez que jeu ici c'est un prolog file. Donc si je vais voir ses propriétés, c'est un fichier prolog, donc il a comme extension .pl. Il faut sauvegarder le fichier .pl. Propriété. Donc vous voyez, fichier prolog.pl, il a comme extension .pl. Parce que s'il n'y a pas l'extension .pl, l'interpréteur compilateur SWI Prolog, il ne va pas le reconnaître ou bien le charger. Bien. Donc, une fois que j'ai saisi mon programme, je l'ai sauvegardé avec l'extension .pl. Bien sûr, pour écrire votre programme, il faut respecter la syntaxe de SWI Prolog. Si vous utilisez un autre interpréteur compilateur, Prolog comme GNU Prolog, il y a des syntaxes qui diffèrent, c'est-à-dire à un certain degré. Parce que chaque compilateur, il va avoir sa spécificité. Donc, une fois que j'ai écrit mon programme source en Prolog, je l'ai sauvegardé avec l'extension.pl, je vais lancer le SWIPL. C'est un compilateur que j'ai téléchargé. Je vais vous donner la vidéo pour comment télécharger SWIPL dans la vidéo qui va suivre. Donc, je vais lancer mon SWIPL. Bien sûr, je l'ai téléchargé de son site officiel qui est swipl.org. Donc, vous voyez qu'il me donne ici l'éditeur de texte, bien l'éditeur de ce compilateur interpréteur. Je vais aller vers File, OK. Je vais faire la consultation, c'est-à-dire le fait pour charger ou bien uploader. Je vais un upload de mon programme. Donc, mon programme ou bien mon programme source, il est dans le répertoire ici, correction TP, sous le nom jeu. Donc je vais cliquer sur jeu et je vais faire ouvrir. Donc vous voyez ici, il a compilé, compilation elle est correcte. Donc je vais faire l'appel à mon prédicat. Pour faire l'appel du prédicat, je prends le nom du prédicat que j'ai créé, CTRL-C. Donc CTRL-V et je vais terminer par un point. Donc je donne le nom du prédicat avec la variable, bien la liste N pour avoir les solutions. Et un entrée. Donc vous voyez qu'il m'a donné tout, c'est-à-dire les solutions ici, les cases. C'est-à-dire chaque variable dans la liste, elle a sa valeur. Et elle respecte les contraintes du jeu. D'accord? Donc je reviens à mon
exposé. Donc ça c'est le programme écrit en Prolog avec le compilateur interpréteur SWI Prolog. Donc il contient une librairie ici qui contient les différents prédicats de résolution et de déclaration de mon modèle. J'ai le nom du prédicat, ici L. J'ai la liste des différentes variables qui sont les cases de la grille du jeu. Ici, c'est le domaine des variables, L in 1, 2, 9. Ça, c'est les différents contraintes. Et bien sûr, le prédicat de résolution, qui est basé sur le backtrack et l'anticipation. Bien, et toujours il faut dans vos programmes, vaut mieux utiliser des commentaires pour expliquer c'est-à-dire la fonctionnalité de chaque instruction. Ça aide le programmeur à maintenir ses programmes, surtout si les programmes sont très grands, c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup de lignes. Bien, donc pour la résolution, pour l'exécution et le test, on utilise l'appel, c'est-à-dire l'appel pour la grille de l'exemple serait donc le nom du prédicat avec l'argument et un point à la fin. On l'écrit à l'invite qui est ça, le point d'interrogation de SWIPL, comme on l'a vu déjà. Donc on écrit ce schéma d'appel et on aura notre solution. Vous voyez ici, c'est-à-dire on a fait le schéma d'appel, on a eu notre solution. Si on va, c'est-à-dire la comparer avec la solution qu'on a donnée dans l'exercice, dans l'énoncé du TP, donc c'est, vous voyez, on a 5, 2, 1, 4, 3, parce que la liste, elle contient les variables colonne par colonne. Donc on a 5, 2, 1, 4, 3, donc 5, 2, 1, 4, 3, et ici on a 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 4, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est bon, notre programme il est correct, le test il est correct, il est valide. Donc très bien, on a terminé notre programmation. Donc une fois que le rapport, c'est-à-dire le programme il est écrit, testé, il est bon, donc il faut rédiger, bien sûr, chaque TP doit avoir un rapport. Donc ça c'est le comportement sain de chaque programmeur, développeur, concepteur. Si vous faites des logiciels, des projets, des mini-projets, des applications dans le cadre d'un projet ou bien un mini-projet ou même un TP, il faut toujours prendre la peine de rédiger un petit rapport sur ce TP. Pourquoi? Parce qu'il y a la programmation et la conception, la modélisation et la conception. Donc il faut rédiger, c'est-à-dire les différents comportements que vous avez, c'est-à-dire pris pour réaliser ce produit fini qui est l'application, ou bien le logiciel, ou bien l'exécutable, l'essentiel, le côté, c'est-à-dire numérique. Donc, le rapport, dans un TP, on dit rapport, dans un mémoire, on écrit un mémoire, dans un projet de fin d'études, on écrit un mémoire, dans une thèse de doctorat, on écrit une thèse, on rédige une thèse. Donc, vous voyez, ce sont des documents qui doivent, c'est-à-dire, compléter notre travail conceptuel et programmation. Même lorsque si on remarque, lorsqu'on achète un logiciel sous licence, vous voyez que lorsqu'on va, c'est-à-dire on va obtenir notre produit acheté sous licence, on a c'est-à-dire le support numérique qui contient les différents programmes et librairies, ou bien les pilotes, et en même temps on a des livres. Ce sont les documents qui contiennent tout ce qui concerne ces logiciels, ou bien ces programmes, ou bien ces modèles. Ok, donc le fait d'écrire un rapport TP, c'est un comportement correct que l'étudiant doit faire. C'est un comportement sain d'un bon étudiant qui est un bon développeur, concepteur, programmeur. Bien, donc il faut rédiger un rapport en expliquant toutes les étapes de votre travail dans un format bien défini. En général, on a une structure du mémoire ou bien du rapport. On parle de notre analyse, notre modèle. Premièrement, on écrit l'exercice, c'est-à-dire on explique la problématique, ou bien on l'expose. Notre problématique, c'est telle, et puis on va l'analyser, faire la modélisation, la résolution, la programmation logique. Dans notre cas, sur programmation logique, déclarative, parce qu'on pouvait utiliser la programmation anti-objet ou bien la programmation impérative. Dans notre cas, on utilise la programmation logique avec Prolog. Les outils logiciels, on doit dans le rapport parler des outils logiciels qu'on a utilisés. Par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé un éditeur de texte pour écrire le programme. Donc vous voyez, j'ai utilisé bloc-notes pour pouvoir écrire le programme, le saisir. Donc le fichier qui contient le programme Prolog doit être sauvegardé avec l'extension .pl. J'ai utilisé un deuxième software qui est l'interpréteur compilateur Prolog. J'ai utilisé le SWIPL.
Et bien sûr, il faut parler des outils matériels. Donc, on a parlé des outils logiciels, on doit parler des outils matériels, c'est le côté hardware utilisé. Donc, on doit écrire dans notre rapport une fiche technique descriptive du computer qu'on a utilisé, c'est-à-dire concernant son processeur, la vitesse ou bien la fréquence du processeur, des différents, c'est-à-dire la capacité de la RAM, ainsi de suite, du disque dur. Donc vous voyez, il faut donner une fiche descriptive de la machine sur laquelle vous avez exécuté votre programme. Ça, c'est un comportement correct. Ça, c'est quelques liens bibliographiques que j'ai utilisés pour préparer cet exposé. Très bien, donc cela termine la résolution de notre jeu en utilisant bien sûr notre jeu logique qui est le Inchi. Le Inchi what? J'oublie toujours le nom du jeu. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Inchi no Hair. Ok? Donc, on a terminé notre résolution. Reste à consulter les liens que je vous ai donnés dans chaque phase du cours pour mieux comprendre les concepts que j'ai utilisés. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo pour montrer comment télécharger SWIPL, le compilateur interpréteur Prolog, et comment l'utiliser. Merci.